Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui à Paris avec Émilie. Émilie, c'est une amie de longue date. Et puis j'ai fait une petite interview avec toi. Ah bah, avec plaisir, Merci d'avoir accepté mon invitation. c'est normal. Merci, merci. Et avant tout, est-ce que tu peux te présenter qui tu es et puis qu'est-ce que tu fais? Voilà, Ah, deux, trois mots. c'est jamais simple de me présenter. Je m'appelle Émilie Maille, ça fait maintenant 14 ans que je suis éditrice. Avant, j'étais anthropologue et je suis devenue anthropologue parce que je suis partie un jour quand j'avais 21 ans en Sibérie du Nord, en Yakoutie, la République Sakha. Et le lien avec la Mongolie, c'est que chez les Sakhas, les Yakoutes, il y a 30% de mots mongols et je le raconterai tout à l'heure, mais c'est ça qui m'a tout de suite poussée à m'intéresser à la Mongolie. Voilà, c'est ce lien entre des peuples cousins qui m'a touchée. Super. Ça veut dire que ton métier, c'était anthropologue. J'étais anthropologue, J'étais anthropologue, oui, plus d'accord? précisément ethnologue, je Ethnologue. dirais, parce que je reste spécialiste de la culture des Yakoutes. Mais c'est vrai que dans ce que je fais maintenant, euh, le lien avec la Mongolie est vraiment intéressant parce que je peux comprendre des choses sans avoir vécu en Mongolie euh, pendant des années. Il y a beaucoup de choses qui sont communes avec les Yakoutes, non seulement du point de vue linguistique, mais voilà, la vie dans des espaces à forte contrainte, comme on les appelle ici en France. Les enfants en sixième travaillent sur ces espaces où il fait très, très froid, ou alors dans des montagnes, les montagnes de l'Himalaya, ou alors dans les déserts. Donc la Mongolie et la Yakoutie font partie toutes les deux de ces espaces à forte contrainte. Super. Mais c'était quand la première fois que tu es venu en Mongolie? En Mongolie, j'ai eu la chance d'y aller 2 fois. Mon compagnon Christophe Boula faisait là-bas 2 projets de films, une fiction et un documentaire en 2 parties pour l'émission Sagesse bouddhiste sur France 2, l'émission de spiritualité du dimanche matin. De temps en temps, ils ont aussi des petits films. Et Christophe avait il avait une commande de 2 films de 13 minutes sur le bouddhisme en Mongolie et sur la personne de Zanabazar, celui qui a introduit le bouddhisme en Mongolie. Justement, oui. Voilà, donc j'ai eu la chance d'accompagner Christophe pour faire ce film. J'ai découvert la Mongolie comme ça. Euh, C'était pas un choc culturel pour moi parce que j'avais vécu des années en Yakoutie et voilà, la Mongolie, pour moi, c'était comme quelque chose que je connaissais déjà, sans y avoir jamais été. Et, euh, et parallèlement, on faisait aussi les repérages pour Enfance nomade, euh, qui est une fiction en 3 épisodes, 3 morceaux d'histoire d'enfants nomades. Une qui se passe au Ladakh, une en Mongolie et une en Sibérie. Et voilà, c'est comme ça que j'ai découvert la Mongolie grâce à ces projets. Je suis allée 2 fois. Et depuis, je ne suis pas retournée en Mongolie, mais je Hmm. côtoie beaucoup de Mongols et la Mongolie vient à moi et c'est vraiment toujours un plaisir. C'est vrai que tu travailles avec beaucoup de gens de Mongolie à Paris. Oui, Je connais parce que tu organises de pas mal des événements justement sur la Mongolie, tout ça. oui, on Donc essaye voilà, d'être actif. je trouve ça super intéressant. Tu parles de la maison d'édition. Et puis, qu'est-ce que c'est une maison d'édition? Est-ce que tu peux me dire deux, trois mots? Alors en 2011, j'étais encore en train de travailler pendant cette année-là au musée du Quai Branly comme jeune anthropologue, ethnologue. Et cette année-là, je me demandais ce que j'allais faire après. Je voulais rester en France, pas repartir travailler à l'étranger. Et j'ai décidé de créer une maison d'édition parce que finalement, ce qui m'intéressait, c'était transmettre la parole d'auteurs autochtones, des auteurs de pays lointains avec des cultures
particulière, très éloignée de la nôtre ici. Et c'était important pour moi de pas forcément, moi, m'immiscer dans les textes, parce que j'avais déjà écrit beaucoup d'articles scientifiques sur la culture yakoute. J'avais envie de transmettre cette culture par la parole des auteurs de là-bas. D'accord. Et j'ai commencé en 2011 avec un livre CD, parce qu'au départ, Borealia n'était pas une maison d'édition, mais c'était un label de disques. Et j'ai publié un disque sous la forme d'un livre, parce qu'il me semblait important, en plus de la musique, d'avoir des éléments à lire sur la culture et sur les musiciens qu'on entendait sur le disque. Voilà, ça c'était le premier projet. Et D'accord. presque aussitôt, la maison s'est transformée en une vraie maison d'édition. J'ai fait de la littérature. Donc depuis 2011, t'as pas arrêté en fait. Donc voilà, tu Non, étais dedans j'ai jamais dans la arrêté librairie. depuis 2011. En fait, pendant plusieurs années, j'ai gardé la maison d'édition comme une seconde activité à côté du travail d'anthropologue, parce que j'ai continué de travailler notamment à l'université de Tallinn en Estonie. Et au bout de quelques années, je me suis aperçue que ce qui me plaisait davantage, c'était vraiment ce rôle de passeur de culture et travailler avec le grand public, faire connaître un pays et pas forcément intervenir moi, parce que j'aime les textes, j'aime la littérature, j'aime améliorer des textes, les choisir et les transmettre à un bon public. Et donc l'édition me convenait mieux que la recherche, voilà, le travail de petit rat de bibliothèque. Ce qui est intéressant de l'édition aussi, c'est qu'un livre, c'est un projet à court terme qu'on peut effectuer sur, si le livre est petit, sur quelques semaines. Autrement, c'est quelques mois, ça peut durer quelques années. Mais c'est toujours riche, intense et il y a une fin. Mais une fois que le livre est terminé, on ne l'abandonne jamais. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en édition indépendante, et c'est la différence avec les grosses maisons d'édition, on n'abandonne pas les titres. Parce que les livres sont quelque part dans des cartons et on continue de les vendre. On ne fait pas de pilonnage, ça veut dire qu'on ne détruit pas les livres comme les grosses maisons d'édition qui publient trop, qui ont trop de titres, trop d'auteurs, qui ne peuvent plus stocker et qui décident de détruire des livres et d'abandonner des publications quand elles ne fonctionnent pas en librairie. Moi, les livres que j'ai publiés il y a 13 ans, il y a 10 ans, eh bien, je les présente même aujourd'hui comme quelque chose de tout à fait actuel. Ça, je trouve c'est vraiment génial parce que pour moi, livre, c'est très important aussi. Et pour moi, ces livres, quelque part, c'est un héritage que je vois comme un héritage en fait. Oui. C'est une bonne transmission en fait entre les humains. Donc j'ai très apprécié ce que tu fais d'ailleurs. Donc je te félicite. Et voilà, justement, du coup, tu as publié des bouquins justement sur la Mongolie, Oui. mais également tu as traduit des bouquins, des livres de Mongolie. Alors, je publie des traductions parce que le rôle d'un éditeur, c'est de faire connaître des livres, de les choisir ou alors de prendre des projets qu'on me propose et d'en faire la promotion et pour que le maximum de personnes ici en France ou ailleurs en Europe, dans des pays francophones ou même au Canada, puissent lire ces livres. J'ai commencé en fait avec tout simplement le livre de mon compagnon. C'est le livre d'un film. Et ça a été publié en 2015. Et ça a été vraiment le tout premier livre où on parlait de la Mongolie. Après, j'ai embrayé quasiment tout de suite grâce à un traducteur dont j'ai fait la connaissance, qui est un Français, mais qui travaillait avec une jeune Russe qui s'appelle Irina Muzika. Et tous les deux m'ont proposé ce texte qui était déjà traduit, mais je l'ai trouvé vraiment très intéressant. Ayant passé du temps en Sibérie,
avec ce livre, je me suis retrouvée chez les Bourriates, que je ne connaissais pas. D'accord. Et ce sont des contes merveilleux. Le projet m'a été entièrement proposé sans que j'ai besoin de faire grand-chose. Donc ça, parfois, c'est pas mal. Avec des illustrations. Et l'idée était de publier le livre à l'identique, avec les illustrations au même endroit qu'elles se trouvaient sur l'édition originale en langue russe. D'accord. Voilà. Donc après ça, on commençait les vrais projets mongols. Et alors grâce au film de Christophe, qu'on a distribué un peu dans toute la France, on avait organisé des projections à Paris. Et c'était encore avant ça, à l'Espace des Blancs Manteaux, avant la première projection du film. Une jeune femme est venue me voir sur un salon de littérature russe. On lui avait dit que peut-être Borealia pouvait être une bonne maison d'édition pour son projet. Et donc cette jeune femme s'appelle Murzul Renshin, Zula. Elle m'a présenté ce livre, qui n'était pas édité tel quel, elle m'en a juste parlé. Et elle m'a dit, le livre de Lodon Tuduf, c'est un livre qu'aujourd'hui tous les enfants lisent en Mongolie. D'ailleurs, c'est comme ça que je présente le livre aux lecteurs français. Je leur dis, c'est un peu entre Le Petit Prince et le Petit Nicolas. Voilà, un livre avec beaucoup d'humour. C'est une très bonne comparaison d'ailleurs. Et ça marche bien avec les Français, ils comprennent tout de suite de quoi il s'agit. Et donc elle m'a présenté l'idée, et quelques jours plus tard, elle m'a envoyé le manuscrit. Et j'ai trouvé ce livre vraiment très très bien, parce que même s'il était écrit pour des Mongols, ben, il est tout à fait universel, parce que les enfants en France jouent aussi avec les pierres, parce qu'ils dessinent aussi avec ce qu'ils peuvent, parce qu'ils découvrent la vie comme l'enfant découvre le monde dans ces petites histoires. Et quand il y a de l'humour, c'est encore mieux. Donc on a travaillé sur ce livre et il est paru en 2015. Et j'ai beaucoup d'affection pour ce livre. C'est un super bouquin d'ailleurs, voilà, j'ai lu aussi. D'ailleurs, je vraiment vous conseille de lire ces bouquins aussi. Les personnes qui nous écoutent. D'accord, dans cette 12e édition, c'est ça? Ta première édition, c'est terminé? Oui, ça c'est la deuxième édition, parce qu'au départ, j'ai édité le livre en plus petit. Et voilà, je me suis dit que c'était mieux pour les enfants d'avoir un livre un peu plus grand en main, plus pratique. C'est la deuxième édition. Super. Et je pense qu'on rééditera l'année prochaine. D'ailleurs, je te souhaite d'ailleurs. Alors, Murzul Renshin, c'est vraiment quelqu'un de très travailleur et qui sait vraiment très bien choisir ses textes. Alors après, comment j'ai découvert le monde, on a décidé de travailler à la publication d'autres livres. Donc c'est toujours elle qui a choisi les manuscrits, les auteurs. D'accord. Vraiment, moi, j'y suis absolument pour rien, parce que Zula, comme elle le dit très bien, elle ne travaille que sur des textes qui l'intéressent, qui la touchent et qu'elle a envie de transmettre. Et elle m'a proposé 2 manuscrits en même temps. Alors, il y avait les nouvelles d'Ulzitux, qui sont tirées de plusieurs recueils de nouvelles, et une anthologie qui avait été commise par Ulzitux et Ayurzana, son mari, une anthologie des plus grands auteurs de Mongolie, du début du XXe à aujourd'hui. Ouais. Alors l'anthologie mongole est plus épaisse. Là, c'est 1/3 de l'édition originale. D'accord. Parce que Zula a choisi de traduire ce qui intéressait les Français. Alors, j'ai reçu les 2 manuscrits, et comme on sortait de la steppe et de la culture traditionnelle, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Ulzitux. Je pense que parmi vous qui regardez en ce moment cette vidéo, vous connaissez cette autrice et vous avez aussi beaucoup d'affection pour elle. Je sais qu'elle est très connue en Mongolie. Et d'ailleurs, si on compare les statistiques,
eh bien, elle vend autant de livres en Mongolie qu'un prix Goncourt en France. Et D'accord. ça, c'est énorme. Si on compare, ça équivaudrait en France à 250 000 exemplaires vendus. Ben, c'est possible, hein. C'est énorme. C'est Ouais, énorme. énorme, Je oui. le confirme. Et donc j'ai décidé de travailler d'abord sur ce livre-là, qui est paru en 2017. Et on a eu la chance de pouvoir accueillir Woolsey Tooks au Salon du Livre de Paris et au Salon du Livre de Bruxelles. C'est quand? C'était en 2017. D'accord. Voilà, 2017, je crois, ou 2018, voilà, un an près. Et Woolsey Tooks est revenu, mais bien plus tard, c'était l'année dernière, lors de la parution de la légende du chaman, pas chez Borealia, hein, mais également une traduction de Moursoul, qui est la traductrice attitrée en français de Woolsey Tooks et Ayurzana. Il se voit beaucoup en Mongolie et se voit régulièrement. Et moi, les contacts que j'ai, je discute en direct avec eux en anglais, mais c'est vrai qu'Ayurzan parle bien anglais et Woolsey Tooks préfère parler mongol. Et là, moi, malheureusement, je ne sais pas parler. J'ai pas le temps d'apprendre le mongol, même si ce serait vraiment intéressant. Depuis que je fréquente la communauté mongole, je devrais parler, Mais d'ailleurs, tu parles plusieurs langues. oui, C'est mais toutes les langues sauf le mongol. Sauf les mongols. Je parle le russe, l'anglais, un petit peu l'yakout, mais Mais c'est déjà pas mal. voilà. C'est déjà pas mal. Et justement, voilà, je vous précise que voilà, on tourne cette vidéo, c'est mai 2025. Et puis justement, on est parlé de la traductrice, c'est Madame Kherinchin, c'est ça? Oui. Je travaille depuis quelques années avec elle. Oui. C'est une dame mongole, mais qui est très douée en fait, hein, dans ces domaines. Elle est très douée, mais elle est très professionnelle, elle est extrêmement travailleuse. On travaille extrêmement bien ensemble parce que quand on est parti sur un manuscrit de livre, on va travailler ensemble tous les jours. Et moi, je vais avoir des questions, je vais lui proposer quelques reformulations en français et à elle de me dire si elle est d'accord, si c'est juste, si c'est faux, si on peut changer. Et elle a un choix extraordinaire de textes, hein. On a publié il y a maintenant 3 ans Éclat de nuit, qui est le recueil de poèmes de Woolsey Tooks. Et j'adore. On essaye de lire régulièrement ces poèmes quand on a des soirées. Et on est 5 femmes à avoir relu les poèmes, parce que je voulais que ce soit vraiment un livre parfait, qui retranscrive vraiment exactement les émotions qu'une femme peut éprouver. Et je pense que le livre est vraiment parfait. Un journaliste a qualifié Woolsey Tooks tout simplement de la voix des femmes. Voilà, mais si ces livres existent, clairement, c'est par le travail de Moursoul. Voilà, on a fait encore celui-ci avec elle. Ça, c'est le tout dernier, qui est paru il y a 1 an et demi à peu près, des triades mongoles, qu'on a fait calligraphier. Voilà, chaque triade est calligraphiée en écriture ancienne. Super. Parce que voilà, j'ai été sensible au fait que cette écriture revient officiellement, que les enfants commencent à la réapprendre, et je trouve tout revivalisme intéressant. Et voilà, donc ces livres existent grâce au travail de Zoula, et j'espère que tu pourras lui donner la parole aussi un jour. Un jour, oui, j'espère. Merci pour tout ça. Et puis, les Français, en fait, voilà, comment ils accueillent, en fait, comment ils reçoivent, en fait, la littérature mongole? Quelles sont leurs opinions, en fait? Alors, depuis 6 ans, j'ai ouvert une librairie. C'est vraiment très intéressant parce que
Je peux rencontrer des gens, non seulement sur les salons, parce que les salons du livre, les foires, c'est quelques fois par an, et on voit des milliers de personnes sur 2 ou 3 jours. Ouais. C'est un peu fatigant, au bout d'un moment, on n'est pas forcément efficace. Et à la librairie, eh ben, je vois des gens tous les jours, 7 jours, 7 jours sur 7. Euh, les gens aiment beaucoup la Mongolie. Quand ils veulent découvrir la littérature mongole, moi je dirais que avant de découvrir la littérature, ils ont envie d'un livre sur la Mongolie. D'accord. Ils aiment beaucoup la littérature de voyage. Euh, mais moi j'aime la littérature, j'aime les textes, alors je les dirige tout de suite vers nos publications. Et je leur propose de découvrir la Mongolie de 2 manières. Soit la Mongolie traditionnelle, son histoire, la société, avec cette anthologie, Cœur de bronze, qui est vraiment un moyen extraordinaire de rentrer dans la culture mongole telle que les Français ont envie de la découvrir. D'accord. Pas tout à fait, parce que les Français rêvent de faire une promenade à cheval dans la steppe, les chevaux au vent, et de voir les nomades. Oui. Dans l'anthologie Cœur de bronze, il y a plus que ça. Il y a des histoires de lamas, il y a aussi la Mongolie contemporaine. Euh, mais quand même, on reste dans quelque chose de très social, très historique, très ethnographique. Et pour les personnes qui ont envie de s'ouvrir à quelque chose d'un peu différent, eh bien, on va vers Aquarium ou Éclat de nuit, les livres d'Ulzitux. Et là, je leur dis, mais vous savez, en Mongolie, il y a des grands auteurs. Alors, vous Oui. pouvez découvrir un grand auteur mongol sans pour autant découvrir dans ses livres la Mongolie. Mhm. Il y aura des allusions, mais ce ne sera pas le propos. Le propos, c'est simplement un très bon livre. C'est comme ça que je les convainc de découvrir deux facettes de la littérature mongole. Euh, alors, les triades mongoles, c'est aussi un très bon moyen de découvrir la société mongole. J'ai quelqu'un du quartier qui a habité en Russie, qui connaît aussi assez bien la Mongolie et qui travaille depuis quelques années avec des entrepreneurs mongols et des D'accord. entrepreneurs français. Et de temps en temps, il vient ici pour m'acheter 1 ou 2 livres de triade mongole parce qu'il m'a dit ce livre est fantastique pour rentrer dans la mentalité du peuple mongol. Voilà, parce qu'on découvre le rapport des Mongols à la richesse, à l'intelligence. Je trouve que c'est Voilà. très très beau en fait, tous ces bouquins en fait. C'est très bien fait d'ailleurs. C'est la couverture, mais pas que ça. Mais après, il faut lire, hein, il faut vraiment découvrir tout ce qu'il y a dedans. Donc c'est de magnifiques bouquins. À chaque réédition, on essaye de faire mieux. Voilà. Par exemple, Éclat de nuit, je pense que je vais changer un petit peu le titre. Il en reste très peu, donc la réédition, c'est pour bientôt. Et euh, peut-être qu'on ira vers une couleur un peu plus bleue. Voilà, D'accord. parce que là, c'est presque du noir. Donc voilà, tu as une librairie. Il est situé où? Alors, la librairie, elle est rue de la Villette. Ce n'est pas à la Villette, c'est au métro Jourdain. C'est à côté des buttes Chaumont. C'est 33 rue de la Villette. C'est une librairie où viennent beaucoup de gens qui s'intéressent à la Mongolie. Actuellement, Zula travaille à l'INALCO. Elle enseigne le mongol, l'histoire et la traduction, la linguistique. Et je vois assez souvent ces étudiants qui viennent pour découvrir les livres. On organise aussi des événements et ça, c'est l'occasion de faire découvrir la musique mongole avec Mandar, par exemple, Nemer qui vient de Nancy. Et la musique mongole, ça fascine. Et on en profite toujours pour faire découvrir la littérature en même temps par des lectures. Justement, c'est voilà, c'est pour ça que voilà, tout ce que les gens qui nous écoutent en fait, voilà. Merci de partager cette belle vidéo,
cette interview. Et puis également, n'hésitez pas à venir chez Émilie à Paris. Ah Voilà. oui, vous êtes les bienvenus. Voilà. Il n'y a qu'une seule librairie qui est à Paris qui vend des beaux bouquins sur la Mongolie. Donc, concernant ta salle, parce que tu es une salle Oui, et vous organisez des événements aussi. oui, alors c'est une salle où il y a un piano, mais la salle est assez grande pour accueillir à peu près 35 personnes. Et de temps en temps, j'ai des personnes qui viennent pour louer la salle, voilà, des Mongols. J'ai 35 personnes, 35 Mongols qui débarquent. Et c'est toujours très joyeux, assez animé généralement. Et vous pouvez organiser des repas, des concerts, louer la salle pour la journée, pour le soir, voilà, jusqu'à 11 heures, même minuit, il n'y a pas de problème. Et puis j'ajoute que juste à côté, il y a Nara qui a un restaurant de sushi, mais qui peut faire de la cuisine mongole. Voilà, on a la chance depuis 2 ans d'avoir la famille de Nara qui s'est installée et on fait beaucoup de choses ensemble. Voilà, c'est assez joyeux. Attention, parce que dans cette rue, il y en a une communauté, une communauté mongole. Donc voilà, si vous cherchez des gens de Mongolie, venez ici et puis voilà, justement, Émilie voilà, vous donnera des astuces, des tuyaux très intéressants. Alors pour les Mongols, je suis tout à fait honorée d'avoir publié 2 petits livres de Rishige, Rishigarden Gonchik, qui donne des cours de français aux Mongols par internet. Et elle a choisi Borealia pour publier une grammaire du français pour les Mongols, qui d'ailleurs est aussi achetée un petit peu par des Français qui apprennent le mongol, parce qu'il y a la conjugaison des verbes, des phrases, exemples, et ça intéresse les Français aussi. Et je lui ai fait traduire un petit livre bilingue, franco-mongol, que vraiment je destine aux familles, qui s'appelle Le petit renne a peur de tout. Mais il faudra que tu dises le titre en mongol parce que je ne sais pas le lire. D'accord. Voilà, et ça on le trouve ici aussi. Tu peux nous montrer tout coup? Oui, alors c'est par là. Bon, il y a un des bouquins, hein. Vous venez ici et vous trouverez tout ce que vous cherchez sur la Mongolie. Voilà, donc la conjugaison française expliquée en mongol. D'accord. Et le petit renne qui existe dans 22 langues et qui existe aussi dans 4 langues régionales françaises. Voilà, traduit par Rishige. D'accord, Madame Guichet, oui. Voilà. Et puis on en fera peut-être un deuxième à l'occasion. Voilà. Et comment est-ce qu'on lit ce titre en mongol alors Buknes, Aetg, Bietran, Sa. C'est vrai, c'est pas évident, hein? Oui. C'est pas évident. Et donc, tu participes aussi des salons, des festivals, des choses comme ça, c'est ça? Oui, oui. Des salons de livres, des choses comme ça. Je participe à des salons du livre, des festivals, qui ne sont pas forcément uniquement des festivals de littérature. Et moi, en fait, j'aime participer à tout projet, hein. On a des films disponibles, il y a la maison d'édition. Je me déplace volontiers ou je propose à des gens d'aller vendre les livres de Borealia. Voilà, parfois je ne peux pas forcément me déplacer, hein, je suis coincée aussi un petit peu Bien sûr, à tu as bien la chargé. librairie. Mais si Borealia peut être présente ailleurs en France ou ailleurs en Europe, en pays francophone, c'est toujours bien. Voilà, par exemple, j'ai vu qu'il y aurait probablement un grand NADAM organisé le 28 juin prochain à Bruxelles. Tout à fait, oui. Et bon, j'aimerais bien y être. Je ne sais pas si Borealia y sera, mais en tout cas, je trouve ça très intéressant. Moi, je trouve la communauté mongole vraiment très dynamique. Et c'est ça qui est vraiment agréable. Personnellement, ça me fait chaud au cœur parce que ça me rappelle un petit peu aussi ma Yakoutie où j'ai passé 7 ans. Voilà, des cultures quand même très proches. Voilà, où traditionnellement le cheval a une grande place, les grands espaces. Et ça me fait rêver.
Dans la période actuelle, en plus, évidemment, il est totalement hors de question d'aller en Yakoutie. Alors, voir des Mongols ici, c'est toujours vraiment très agréable. Excellent, excellent, c'est très apprécié d'ailleurs, voilà. Mm. C'est pour ça que je suis content d'être là aussi avec toi. D'accord. Est-ce que tu veux autre chose à ajouter? Quels sont des projets à venir? Hmm. L'année prochaine, j'aimerais pouvoir développer une petite programmation autour de pays. D'accord. Et comme ça fait quelques mois que les activités autour de la Mongolie se sont ralenties, c'est devenu un petit peu calme. J'aimerais bien reprendre et je serais vraiment très très heureuse en fait que des personnes de différents pays, puisqu'ici la librairie est consacrée aux grands espaces, aux pays du Nord et à la Mongolie. Donc je serais heureuse que des personnes issues de différents pays puissent s'approprier la librairie et venir ici pour organiser des choses. Parce que ce que quelqu'un organise ici, c'est pas forcément pour un cercle fermé de personnes. Ça peut aussi tout à fait être destiné aux gens qui voient l'information dans la rue. Moi, je peux partager l'information et c'est vrai que depuis quelques années, la masse de travail s'accumule. J'ai beaucoup de travail en édition aussi et je ne peux pas tout faire. Donc je serais vraiment très heureuse que des personnes aient envie de venir proposer des idées et qu'on fasse des choses ensemble. La salle, elle existe, la maison d'édition, elle est là. Et je suis ravie d'accueillir les projets, d'accueillir des musiciens, des conférences. Ça peut être que pour des Mongols, mais ça peut être ouvert à d'autres gens. Bien sûr, complètement, oui. Voilà. Donc, ce serait bien qu'on recommence ce genre d'activité à partir de septembre. Et j'aimerais déléguer un peu plus. Voilà. Je pense que vous avez entendu tout ce qu'Émilie nous a dit. Donc voilà. Si vous avez une idée, si vous avez un projet, si vous avez une idée depuis quelque temps, vraiment, venez et puis discutez avec Émilie. Sûrement, vous trouverez une solution. J'ai une dernière question, mais rien à voir avec la Mongolie. Et vivre à Paris et travailler et vivre à Paris, c'est comment? Alors, moi, je ne suis pas parisienne. D'accord. Je suis strasbourgeoise. Mais j'ai jamais réellement vécu à Strasbourg. Parce que mon papa était forestier et j'ai habité par exemple 4 ans dans une maison forestière. L'adresse c'était 1 chemin du Rheingarten et il n'y avait pas de numéro 2. C'était une maison en bordure de forêt avec des champs autour et moi j'attrapais les lézards, j'attrapais les insectes, après je les relâchais, je marquais les lézards. J'ai toujours été proche de la nature et je pense que c'est ce qui m'a poussée à partir après en Sibérie et c'est ce qui me touche dans les pays de grands espaces comme la Mongolie, c'est vraiment le rapport à la nature. Alors à Paris évidemment c'est quelque chose qui me manque. Mais à Paris je vis une vie de quartier. Paris ça peut aussi être comme un village. Et ici ça s'appelle le village Jourdain, on est à côté des Buttes-Chaumont et grâce à l'ouverture de la librairie, j'ai vraiment découvert une vie de quartier et une sociabilisation qui n'existait pas avant parce que je connais les gens par leur prénom. Les gens font coucou, ils viennent pour boire un café, on discute un peu. Alors c'est un peu handicapant pour travailler parfois, mais c'est quand même sympa. Et donc je pense que la vie à Paris, elle est bien, elle est intéressante, elle est tenable. Pour quelqu'un qui n'est pas un citadin et pas un Parisien, quand il y a une vraie vie avec des gens qu'on connaît, voilà. Donc ça c'est ce qui me plaît. Super, super bon. Merci beaucoup. Merci Gunda. Merci à toi et puis merci d'avoir écouté notre interview et puis merci de partager, liker et puis commenter et puis à très bientôt. À bientôt.